nos politiques ne parlent que de commerce et d'argent. L'un trouvera des pays où un homme ne vaut rien et d'autres où il vaut moins que rien. Ils évaluent les hommes comme des troupeaux de bétail. Selon eux, un homme ne vaut à l'État que la consommation qu'il y fait. Que nos politiques apprennent une fois qu'on a tout avec de l'argent, hormis des mœurs et des citoyens. Vous vous fiez à l'ordre actuel de la société sans songer que cet ordre est sujet à des révolutions inévitables. D'ailleurs, s'il plaît au peuple de se faire mal à lui-même, qui est-ce qui est en droit de l'en empêcher? Voilà. On a commencé cette soirée par la parole de Rousseau, qui est toujours capable, même après de nombreux siècles, d'arrêter le sang dans les veines, comme disait Georges Taillefer. Batzko, notre cher Batzko, disait que l'œuvre de Rousseau n'est pas devenue un fait, elle est restée un problème. Et j'espère que nous pourrons vous le démontrer ce soir. Nous poursuivrons deux buts différents, Philippe Motta et moi. Philippe Motta va chercher à vous expliquer le phénomène Trump dans les termes d'un basculement de la société qui, en fait, nous concerne tous. Et moi, je vais tenter, en effet, de vous convaincre qu'il est urgent de relire Rousseau dans ce contexte. En 2012, lorsque nous avons fêté le tricentenaire de Jean-Jacques, j'ai participé à la New York Public Library à un débat intitulé « Occupy Rousseau, Inequality and Social Justice ». À ce débat participaient non seulement quelques spécialistes de Rousseau, mais surtout des représentants du mouvement Occupy Wall Street, à gauche, des représentants du Tea Party, à droite, et au centre, quelques républicains et quelques démocrates. Et nous avons parlé pendant des heures devant une salle comble où chaque personne avait payé 20 $ pour pouvoir être là. On parlait de Rousseau et de la politique américaine d'alors, qui fait évidemment beaucoup penser à ce qui s'est passé ces jours-ci. Donc je n'ai pas été surpris. Ah non, je veux dire encore une chose pour finir, c'est que quand tout cela s'est terminé, le représentant d'Occupy Wall Street m'a pris dans ses bras, m'a serré comme ça convulsivement, et il m'a dit « Your Rousseau is our man ». Et donc, je n'ai pas été surpris quand, il y a quelques semaines, Philippe Motta m'a signalé un article paru dans la grande revue The New Yorker qui s'intitulait « How Rousseau Predicted Trump ». Le sous-titre que je traduis en français, c'est « Les attaques du philosophe des Lumières contre le cosmopolitisme des élites semblent aujourd'hui prophétiques ». Alors, il faut faire la part, naturellement, du côté journalistique de ce titre. Bien sûr que Rousseau n'a pas prévu cet invraisemblable personnage qu'est Trump. Mais c'est probablement vrai que c'est en quelque sorte, il a senti, au fond, le basculement de société qui rend possible la résistible ascension, pour parler comme Brecht, d'un personnage comme Trump. Alors l'auteur de cet article, qui est un Indien, un essayiste indien connu, qui s'appelle Pankaj Mishra, qui est en train d'écrire un livre dont le titre est assez prometteur, « L'âge de la colère, une histoire du temps présent ». Ce Pankaj Mishra, qui est détenteur du prix de l'essai le plus célèbre qu'il y a au monde, qui est le prix Wyndham Campbell. Et il est également connu parce qu'il a eu une querelle extraordinairement violente avec l'historien conservateur Niall Ferguson, que certains d'entre vous ont peut-être entendu il y a 3 ou 4 ans à l'université de Genève. Alors, ce que dit Mishra, c'est que Rousseau est le héros d'une révolte
mondiale, pas seulement américaine, contre la modernité cosmopolite. Il dit que Rousseau exprime mieux que quiconque le sentiment de ceux qui sont les victimes d'une société construite sur la poursuite non du bonheur, comme l'aurait sans doute voulu Rousseau et comme le promettait la Déclaration d'indépendance américaine, mais uniquement de la richesse et du pouvoir, et qui, d'une manière très injuste, confie en effet tous les pouvoirs à une élite au bénéfice de relations privilégiées. Et Mishra conclut son article en disant que Rousseau incarne tous les déracinés qui périodiquement refont le monde moderne par de nouvelles exigences d'égalité et de stabilité. Il est aujourd'hui encore, dit toujours Mishra, la voix de très nombreux individus parmi les milliards d'Africains et d'Asiatiques qui tentent de négocier ce que Rousseau aurait en effet appelé le maelstrom du progrès scientifique, technologique et économique dans lequel nous sommes plongés. Alors, la question que nous posons ce soir, c'est est-ce que les réflexions de Rousseau, initiées à l'aube de la société commerciale, quand le doux commerce vanté par Montesquieu semble annoncer une ère indéfinie de progrès et de paix, est-ce que ces réflexions sont encore utiles au moment où nous sommes peut-être à la fin de ce cycle? Après avoir célébré en 1989 la fin de l'histoire avec Fukuyama, puis le monde plat avec Thomas Friedman, c'est-à-dire le triomphe définitif du modèle américain dans le monde entier, voici que, 25 ans plus tard, c'est au contraire le chaos du monde qui bouscule le modèle américain. C'est ce dont va traiter Philippe Notta tout à l'heure en deux chapitres distincts. On divisait cette discussion en deux chapitres. D'abord, la révolution technologique, sans laquelle l'affaire de Trump aurait été impossible. Et deuxièmement, la globalisation dont on a voulu nier les défauts qui aujourd'hui nous éclatent à la figure. Nous les aborderons donc l'un après l'autre. Vous pourrez intervenir en tout temps. Si vous ne nous interrompez pas, je vous donnerai la parole parce que nous souhaitons vivement que ça soit interactif et qu'on puisse répondre aux questions que vous avez. Mon rôle à moi sera simplement de faire entendre un petit peu la voix de Rousseau là où elle me semble pertinente dans le contexte actuel. Alors, pour ceux qui, comme moi, ont la mémoire qui flanche, je fais un tout petit rappel de la pensée politique de Rousseau. Bien sûr que je ne vais pas la résumer, mais en dire au moins deux mots pour qu'on sache à peu près où on en est. Au doux commerce, qu'il admet, mais dont il se méfie, il oppose la douce liberté, qui est la substance même de l'humanité. Vous vous rappelez la formule, renoncer à sa liberté, c'est renoncer à sa qualité d'homme. Et qui est aussi la condition de leur bonheur. C'est-à-dire, soit le rejet de toute contrainte et de toute obligation, la fameuse épisode de l'île de Saint-Pierre, la cinquième promenade, soit n'accepter que des contraintes qu'on a librement choisies. Chez Madame de Warrens, j'étais parfaitement libre, mieux que libre, car assujetti par mes seuls attachements, je ne faisais que ce que je voulais faire. Alors, cette liberté est elle-même conditionnée par une égalité douce, c'est-à-dire relative, mais très difficile à atteindre, sans laquelle les uns sont nécessairement assujettis aux autres, et ceux-ci dépendent évidemment des premiers. Alors, cette égalité est difficile à atteindre parce que même quand les lois fondamentales la prévoient, sous les mauvais gouvernements, c'est-à-dire hélas pour Rousseau la plupart des gouvernements, elle n'est qu'apparente et illusoire. Elle ne sert qu'à maintenir le pauvre dans sa misère et le riche dans son usurpation. Dans le fait, les lois sont toujours utiles à ceux qui possèdent et nuisibles à ceux qui n'ont rien. D'où il suit
que l'état social n'est avantageux aux hommes qu'autant qu'ils ont tous quelque chose et qu'aucun d'eux n'a rien de trop. Le plus grand mal est déjà fait quand on a des pauvres à défendre et des riches à contenir. Quand une poignée de gens regorge de superfluité pendant que la multitude manque du nécessaire. Donc pour Rousseau, se réclamer de la liberté dans un monde où règne l'inégalité est un abus de langage. Et il faut absolument, pour que la liberté puisse être assurée, qu'il règne une égalité relative entre tous les citoyens. Et pour cela, il est indispensable non seulement d'avoir de bonnes lois, mais encore une opinion publique convaincue de cet objectif. Et cela, sans doute, n'est pas plus facile aujourd'hui que ça l'était à l'époque de Rousseau. C'est à peu près le sujet que Philippe Bottard va maintenant aborder. Et avant de lui donner la parole, je vais juste lui soumettre un petit texte que je ne lui ai pas montré avant, dans lequel Rousseau fait par avance une caricature assez fine du citoyen Facebook d'aujourd'hui. Je vous le dis. Quand je vois chacun de nous sans cesse occupé de l'opinion publique, étendre, pour ainsi dire, son existence tout autour de lui, sans réserver presque rien dans son propre cœur, je crois voir un petit insecte formé de sa substance une grande toile par laquelle seul il paraît sensible, tandis qu'on le croirait mort dans son trou. C'est pas mal, hein, Philippe ? C'est pas mal, hein, c'est pas mal. C'est très bien. Il n'y a plus de débat, il y a tout le par où commencer, mon Dieu. Merci d'être là. Oui, j'ai envoyé ce papier, cet article à Guillaume sans savoir que finalement ça nous amènerait ici. J'ai aussi remarqué que la préface de Rousseau, une histoire genevoise de Guillaume, aurait pu être la préface de notre livre, que fondamentalement la réflexion était exactement la même, et donc il y a des coïncidences, et on va s'attacher à les développer. Quelle différence y a-t-il entre Rousseau, l'homme Rousseau, le rêveur, à l'île Saint-Pierre, et l'homme d'aujourd'hui? Je crois que la grande différence, et c'est celle peut-être à laquelle nous avons de la difficulté à en prendre la mesure, c'est effectivement ce qu'on peut appeler la condition numérique. Irina Bokova parle de civilisation numérique, c'est-à-dire en réalité un environnement complètement transformé, dont la première conséquence, c'est un écartèlement profond entre le temps biologique et le temps technologique. Quand Rousseau rêve, quand Rousseau se sent vivre par le simple fait qu'il a la peau sur les galets, qu'il entend les vaguelettes du lac à l'île Saint-Pierre, et puis à la nature, il y a une harmonie. Il n'y a absolument pas de tension, bien au contraire, les deux, c'est-à-dire le monde extérieur et le rêveur sont en harmonie. La société le préoccupe, l'inégalité le préoccupe, mais assez fondamentalement, il parvient, lui, en tant qu'homme, à se situer, en fait, dans le monde, à complètement se situer, ce qui lui permet finalement de conclure qu'il peut agir ou ne pas agir selon son bon vouloir. Je crois que Guillaume, tu me disais qu'il avait décidé, enfin qu'il regrettait de ne pas être citoyen, enfin c'est quand même une décision, hein, je m'implique ou je ne m'implique pas, etc. Enfin il n'y a pas de tension. Aujourd'hui nous vivons, et c'est ça je crois le
premier impact de cette condition numérique dans laquelle nous vivons, avec des tensions, avec des vraies tensions. Parce que ce qui est en train de se passer, et on le voit, même si on a de la peine à probablement en saisir l'ampleur, c'est une difficulté à rêver. C'est une difficulté à rêver puisque nous n'avons plus jamais les yeux fermés. Et que les objets, ces objets de représentation du monde, qui sont ceux que nous avons dans ce monde numérique, en fait, nous font rêver les yeux ouverts, mais ils ne nous font peut-être pas rêver justement parce qu'ils ne nous permettent pas ce processus, j'anticipe un peu, hein, de formation d'un soi qui serait en harmonie. C'est la première chose dont je pense qu'il faut parler. Je ne sais pas dans quelle mesure on va évacuer, mais faisons-le rapidement, les élections, même s'il m'est difficile, étant de retour ce matin, de passer outre cet énorme choc, et je ne qualifie pas, évidemment que je le qualifie, mais qu'a été l'élection de Donald Trump. Mais enfin, fondamentalement, c'est ça le propre de cette condition numérique, c'est de nous mettre dans un monde où on a une deuxième nature, en fait. La technologie est devenue une nature. Par son omniprésence, il n'y a de facto pas grande différence aujourd'hui à traverser, à sortir et à entrer dans la nature qu'à entrer dans le réseau. Connectivité radicale, la connectivité radicale, elle est radicale à plusieurs titres. Elle est radicale par sa nature et elle est radicale par ses effets. La société en réseau, qui était ce qu'on disait avant, hein, avant les réseaux sociaux, etc. On parlait de la société en réseau, c'est toujours la société en réseau, mais on est dans des champs sémantiques d'une façon qui sont très mouvants, avec beaucoup de choses qui se disent sans qu'on ait vraiment une clarté sémantique qui facilite les discours. Mais globalement, la société en réseau aujourd'hui, c'est quoi? La société en réseau aujourd'hui, ce sont en simultané 3,5 milliards d'individus connectés sur un réseau en fibre optique sur lesquels de l'information, du bruit, appelons ça du contenu, encore une fois les mots sont difficiles à trouver, sont transportés en tout temps. 3,5 milliards d'individus en tout temps, avec une circulation qui est à la vitesse, c'est à peu près un tiers de la vitesse de la lumière. Donc c'est extraordinairement rapide, incessant, absolument incessant. Et face à ça, et je reviens à cette tension, nous sommes là, et la vitesse de transmission de notre système à nous sur notre clavier d'ordinateur, c'est 5 mètres par seconde. Et nous sommes seuls. Et donc on a effectivement, mais c'est presque invisible, ce réseau lui-même qui génère en continu une représentation du monde. La connectivité radicale, c'est notre capacité aujourd'hui à envoyer tout ce que l'on souhaite à une vitesse extraordinaire sur ce réseau. Ce réseau le traite et il nous le renvoie. Elle est radicale dans ses effets parce que justement, elle nous place dans une... elle impacte sur nos mémoires. Elle impacte très profondément sur comment je me forme, sur la base de quoi je suis en fait formé. Si certains d'entre vous, peut-être avez-vous lu Bernard Stiegler, Bernard Stiegler parle extrêmement bien de ces choses-là. Il fait lui une étude, il va chez Husserl chercher ses réponses et les réponses à ces questions. Husserl a développé ce concept de la prétention, de la rétention, pardon. La rétention étant, comme son nom l'indique, cette capacité que nous avons à nous former. Un esprit, une tête, etc. Et il faut ces rétentions pour pouvoir faire quoi? Des protensions. Les protensions, c'est justement imaginer. Et imaginer quoi?
imaginer le vivre ensemble, imaginer des choses qui dépassent l'individu et qui sont précisément, encore une fois, c'est ce que Rousseau débattait, c'est-à-dire la capacité d'un individu à participer à quelque chose de plus large, une éthique individuelle et une éthique collective, et donc ce jeu de la société, ce qui est en partie mis à mal, d'où une radicalité là aussi, c'est cette capacité que nous avons à inventer l'avenir et à inventer l'ensemble, parce que ces technologies en partie, et notamment la question de la perception du temps, font qu'il nous est difficile à la fois de rêver. Je mets sous le mot rêver, vous l'aurez compris, toute une série je dirais, de processus formatifs et de capacités à concevoir l'avenir. Et ça, c'est aujourd'hui mis à mal, et ce qui est mis à mal aussi évidemment par cette société, notamment par les réseaux sociaux, je vais y revenir brièvement, c'est en fait la construction de l'espace public. Ce à quoi nous assistons, et c'est ce que nous nous efforçons en fait de dire dans le livre, sur lequel je reviendrai brièvement, c'est que la difficulté aujourd'hui dans la construction d'un discours politique, puisqu'on est dans un contexte politique, c'est la capacité que nous avons à construire des espaces publics et donc a fortiori, en fait, à nous rassembler dans la différence, à nous rassembler dans la divergence. Donc on ne construit plus le vivre ensemble, on construit le vivre contre. Et c'est un des effets négatifs que l'on voit dans les réseaux sociaux. Je vais appliquer ça, d'où le résumé du livre, à ce qui s'est passé avec la campagne électorale. Et ce qui explique en partie Trump. Ce sont trois histoires. La première histoire, ce sont les conditions, disons, endogènes américaines qui expliquent Trump, sur laquelle je ne vais pas insister, mais qui est en fait l'effondrement du Parti républicain, toute une série de conditions américaines à proprement parler. Je me coupe. Oui, j'insiste un tout petit peu. C'est Swift qui disait que les éléphants sont toujours dessinés plus petite nature et les puces plus grandes. Et je me souviens que un président de la Confédération, à l'époque c'était Kurt Vogler d'ailleurs, était allé rendre visite à Ronald Reagan et sortant de la Maison Blanche, nous l'attendions là, à l'époque où j'étais journaliste à Washington, et il nous dit: j'ai fait un grand tour d'horizon des questions du monde. Et je lui avais parlé de Swift, il n'avait pas beaucoup apprécié la chose, mais enfin ce que je voulais dire, c'est qu'il est extrêmement difficile. En tant qu'éléphant, ça l'embêtait qu'on le voit. Absolument. C'est extrêmement difficile de saisir la taille de l'Amérique. Donc, à chaque fois que nous projetons, effectivement, c'est assez... Il y a une incapacité à saisir ce qui... On connaît tous l'Amérique, mais la connaît-on vraiment? Elle se connaît même... Elle est même inconnue elle-même, on l'a vu le 8 au soir, le 8 dans la nuit. Donc je fais cette remarque parce qu'effectivement, ça fait partie aussi des conditions américaines, j'y reviendrai. Il y a les conditions plus larges, effectivement, de cette histoire de l'Amérique elle-même, dans le discours plus large de la globalisation. On y reviendra. Et puis il y a la troisième histoire, qui est l'histoire épocale, et donc de cette inscription de cette campagne électorale, de cette campagne présidentielle, dans le monde numérique. En résumé, qu'est-ce que fait Trump? Pas d'appareil, pas de parti, pas de soutien, mais une envie prolongée, d'abord par la flatterie d'un homme d'affaires qui depuis 30 ans est sollicité. Ça ne vous intéresserait pas, mais vous êtes sûr que le pouvoir suprême, etc., non, etc. Et il n'est probablement pas, effectivement, au début de sa vie d'entrepreneur. La vie est trop belle pour lui à ce moment-là. Mais il a quelque part, et c'est uniquement son alésage psychologique, ce narcissisme assez fort qui le fait malgré tout ne jamais perdre de vue qu'il pourrait un jour vouloir être candidat. Donc c'est une histoire assez ancienne. C'est une histoire assez ancienne. Et puis, en fait, au moment où il se dit je vais y aller,
ben, il réfléchit, parce que c'est un homme d'affaires, c'est pas un homme politique, c'est même pas un penseur. En plus particulier de parler de Trump à la maison de Rousseau de la littérature. Et il se dit, qu'est-ce que je fais? Comment je vais faire ça? Et c'est là qu'intervient, disons, cet aspect numérique. Il l'utilise parce que d'abord il va tester le marché, hein, il va se dire je vais voir si ça prend, si Trump ça prend. En 2012, il a déjà il a breveté la phrase de Ronald Reagan, Make America Great Again. Cette phrase-là, il la brevette. Il la pique à Reagan, qui en avait fait lui la clôture de son discours à la convention de 80 à Détroit, et il la dépose au bureau des marques. Premier objet, communication politique. Deuxième objet, impression de bibelot, cravate, etc., casquette. Casquette, j'ai oublié de prendre la mienne. Ouais, c'est ça. Donc, on est en 2012 et puis il hésite et il n'y va pas. Puis finalement, il se dit je vais y aller, je vais me lancer pour toute une série de raisons. Il a fait sa petite analyse. Il sait qu'il est absolument impossible aux États-Unis, il l'a vu, d'entrer en politique sans appareil, sans soutien, etc. Il a vu ce qui s'est passé. Ralph Nader, très connu. C'est comme si Catherine Valy avait fait à l'époque campagne comme conseillère fédérale. Enfin, c'est une notoriété comme ça, donnée par les médias, etc. Donc il attend, il se dit qu'est-ce que je vais faire? Eh ben, il va utiliser les technologies, les meilleurs marchés qui sont à disposition, qui sont les réseaux sociaux. Et avec ces réseaux sociaux, dont on préférait qu'ils s'appellent réseaux sociétaux, mais c'est justement pas le cas, il commence à envoyer directement et à agiter en fait une partie de cet écosystème invisible, souterrain pour l'establishment, qui lui est occupé à écrire pour l'establishment, dans le Washington Post, dans le New York Times, dans le Los Angeles Times, à débattre dans les plateaux de télévision entre gens de l'establishment, en s'assurant que, effectivement, nos discours, la connivence des discoureurs dont parlait Raymond Aron dans les années 70, et Trump commence comme ça. Et il voit que sa mort, il voit que ce qu'il est en train de dire, même les propos les plus outranciers, lui permettent en fait de se créer à l'extérieur même du système, et c'est précisément le but, puisqu'il ne veut pas être perçu comme un candidat du parti, à se créer une base politique, avec des suiveurs, hein, des followers sur Twitter. C'est un mot horrible d'ailleurs, vous imaginez, follower, je suis juste un suiveur. Je veux dire, le langage aujourd'hui, on a pris, mais je veux dire, plein la tête, c'est comme les amis de Facebook. On a dévoyé le langage dans la civilisation numérique, qui est quelque chose d'assez incroyable. Donc, sa mort, et c'est comme ça qu'en fait, et à travers la provocation, évidemment, qu'est-ce qu'il fait? Il enflamme la machine médiatique. Ça, c'est certain qu'il n'utilise pas que Twitter, mais il a cette utilisation Twitter qui ne coûte absolument rien, qui est gratuite, lui permet à la fois de tester et à la fois de faire son propre, comment dire, focus group, j'en parle en français, etc. Et donc c'est comme ça qu'il notre accompagne, alors qu'en face, l'appareil politique démocrate est fait, lui, justement, de l'accumulation de ce qu'on appelle aujourd'hui ce big data, qui fait que depuis 30 ans, le Parti démocrate, toutes les petites fiches que Guillaume a là sont systématiquement numérisées, moulinées, etc. Tous ceux qui ont pris une fois lâché une adresse email dont on sait où ils habitent, etc. Tout ça est devenu une somme absolument incroyable de données qui sont analysées, au point que Barack Obama déjà fait 66 000 simulations au quotidien pendant le mois d'octobre avant sa campagne en 2008 pour savoir exactement si dans tel et tel district les électeurs vont aller plutôt chez lui, plus pas. Hillary Clinton en faisait elle 400 000, etc. Bon. Ce que Trump fait, c'est-à-dire qu'il y a un coût marginal, un coût zéro. Donc en fait l'argent et l'importance de l'argent dans les campagnes américaines, en tout cas dans les campagnes présidentielles, a été singulièrement modifiée par cette campagne. Il n'y a plus beaucoup d'importance, infiniment moins d'importance qu'avant. On n'achète plus de la télévision, etc. On achète du big data. Trump n'en achète pas et il avance de cette manière. Ça lui permet donc de se créer cette base et ensuite
grâce à un certain génie politique indéniable, de sentir le pays. Les effets, en revanche, et c'est là qu'on en vient à le danger pour la pratique démocratique, la menace en tout cas pour la pratique démocratique d'aujourd'hui, c'est la fragmentation de l'espace public. C'est-à-dire que désormais, sur les réseaux sociaux, il y a en fait une contraction complète de l'espace public, de la construction d'un espace commun, d'un discours commun, au profit d'une balkanisation complète de l'opinion, avec des effets psychologiques qui sont assez importants, puisque des études montrent que plus vous parlez avec ceux avec qui vous êtes d'accord, et plus vos positions deviennent extrêmes. Donc vous avez, si vous voulez, une exacerbation, une amplification de l'extrémisme dans des milieux, et c'est ce que je disais, vous construisez, vous vivez contre et vous vivez plus ensemble, à travers les réseaux sociaux. Et c'est exactement ce qui se passe, et c'est exactement la manière dont Trump opère, et donc vous avez une fracture complète du discours commun. En gros, c'est ça qui permet... Je peux quand même te poser une question, il me semble que tu as un petit peu sauté, c'est le fait qu'il n'y a plus de faits et il n'y a plus de vérité. C'est-à-dire que ça n'a pas d'importance si un jour je dis blanc et le lendemain je dis noir, pourvu que j'agite mon environnement. Et ça crée évidemment une espèce de climat dans lequel toute réflexion est impossible et qui est hyper nerveux, hyper sensitif comme ça. C'est là surtout où Trump agit tout à fait différemment de ses adversaires. Tu fais bien de me rappeler de parler de ça. En fait, il se passe deux choses. Il y a simultanément la montée des réseaux sociaux, avec tous les effets que je viens de décrire, et l'effondrement simultané de l'ordre informationnel traditionnel, mais qui est évidemment lié aux réseaux sociaux, bien sûr, mais essentiellement à la perte d'un modèle économique pour la presse traditionnelle. Et donc, en fait, il se passe deux choses, et ça rend ces deux changements concomitants encore plus dangereux, justement, et les efforts ensuite de la presse à dénoncer, à simplement révéler, sont inopérants. Mais ils sont devenus inopérants parce que de toute façon, dans le monde dans lequel, et ce monde-là est invisible, il est extrêmement difficile de voir le réseau à l'œuvre, de sentir ce qui s'y passe. De toute façon, la vérité, les faits, il n'y a plus de texte commun. Il y a longtemps qu'il n'y a plus de texte commun. Je fais une parenthèse. Oui. L'importance du réseau social. Mais le réseau social, quand même, s'adresse à une certaine frange de la population. J'ai l'impression qu'à un certain âge, il s'arrête. Pas ici, pas aux États-Unis. Pas aux États-Unis. Pas aux États-unis. D'accord. Ouais. De moins en moins. Parce que je me posais la question de comment il sortait pour atteindre ce... Ouais. Pas aux États-Unis. Ouais. Aux États-Unis, il n'y a pas du tout de sociodémographique des réseaux sociaux. Ouais. Michael. Oui, j'entends ce que vous dites et je comprends très bien cette fracturation et tout ça. Mais il me semble qu'il y a un autre, le revers de la médaille de l'âge de l'Internet et tout ça, c'est qu'il y a une chose que moi j'observe depuis 40 ans maintenant, avant l'Internet même. Mais il y a un consensus émergent de la société civile mondiale énorme sur la chose publique. Il y a la grande majorité des gens autour du monde, ils veulent des choses, ils veulent un climat stable, ils veulent une économie juste, ils veulent l'éducation pour les enfants, l'accès à la santé, des choses comme ça. Donc, moi je pense plutôt que, au lieu de dire que les réseaux sociaux ont créé une fragmentation irréversible, qu'en fait, ce qui se passe, c'est que les réseaux sociaux permettent l'émergence d'une mondialisation de la politique et du psyché aussi. Toutes sortes d'idées reçues où il n'y avait pas de challenge avant. Quand on était chrétien, on savait que les autres avaient été des diables et on pouvait en faire des esclaves et tout ça. Maintenant, il y a une espèce de feedback grâce à toute cette mondialisation culturelle où ça ouvre
la possibilité à justement surmonter ces vestiges de réactionnisme qui perdurent. Alors, comme en Amérique. C'est très intéressant ce que tu dis, mais malheureusement, dans le cas de Trump, c'est pas tout à fait évident. Ouais. Parce que lui, il y a une phrase de Rousseau que je ne peux pas résister de citer, parce qu'il me semble qu'elle va très bien avec Trump, c'est « moins les besoins sont naturels et pressants, plus les passions augmentent et qui puisaient les moyens de les satisfaire ». L'idée du réseau, c'est souvent ça, c'est on lance un truc et on dit aux gens, voilà, vous devriez avoir ça, et les gens le réclament tout de suite. Et Trump a réussi à faire une addition de gens qui ont des mécontentements, qui ont des demandes, sans aucun programme cohérent, simplement en leur disant, moi j'ai compris que vous avez un besoin, et tout le monde a un besoin, et je vais vous le satisfaire. Alors après, comment il va faire demain, ça c'est une autre question. Mais il a créé quelque chose que Rousseau dénonce déjà dans son époque, mais qui évidemment est terriblement amplifié. Je ne sais pas ce que tu en penses. Non, je pense que vous avez tout à fait raison, mais qu'en fait c'est la promesse inassouvie des réseaux sociaux et justement de la société en réseau, à laquelle personnellement je continue à penser, mais l'accident catastrophique du 8 novembre me fait revisiter un certain nombre de ces espoirs. Je reviens quand même à cette parenthèse sur la fin du texte commun, et je dis bien le texte. Ça prédate de loin les réseaux sociaux, ça date du moment de la création même du web et de l'hypertexte. Vous prenez, et nous sommes dans la bonne maison pour en parler, vous prenez un texte, et vous le lisez, et vous avez évidemment là une organisation du temps et de l'espace. Vous savez que ce qui est à gauche, c'est le passé, ce qui est à droite, c'est le futur, et qu'il y a évidemment la construction d'une pensée à travers un savoir qui s'est cristallisé, une connaissance qui s'est cristallisée sur un texte écrit, qui est héritier de Gutenberg, et je lis ce qui précède, et j'en conclus donc, et j'en déduis que. D'accord ? Vous prenez cette même page et vous y mettez des hypertextes, d'accord ? Des hyperliens, comme vous le savez, et à ce moment-là, Guillaume lit le texte et clique sur Montesquieu, et moi je clique sur le siècle des Lumières, etc., etc., et ce texte devient différent. Ce texte, en partie, fait disparaître le texte lui-même, puisque nous entrons à ce moment-là dans l'aléatoire. Et que la logique de l'hypertexte est un premier assaut. Je ne le qualifie pas si négatif ou positif, mais enfin c'est une première, disons, destruction de quelque chose sur laquelle nous étions d'accord, qui est la fonction même du texte. C'est-à-dire que dès le moment où l'hypertexte arrive, ça devient évidemment imprévisible, puisque nous ne lisons plus vraiment le même texte, et si c'est imprévisible, c'est intransmissible. Et si c'est intransmissible, c'est impossible à documenter au sens patrimonial, encore une fois, d'un texte, d'un langage commun. Donc il y a toute une série en fait de choses qui expliquent cette fragmentation, j'y reviens, et en fait cette bascule vers une autre manière de se former une opinion, d'avoir des idées. Je ne dis pas que ça ne viendra pas, je dis que là, j'ai bien parlé d'accident, évidemment. Mais en fait, donc il y a toute une série de changements impliqués par les technologies qui font que qui gagne dans ça, c'est Google, évidemment. Google qui devient une autre interface d'interrogation du monde. Le problème, c'est que Google est parfaitement lui-même aléatoire. Google nous fait croire qu'on remet dans le désordre un certain ordre, puisque vous avez tout d'un coup voilà, des résultats. Vous tapez sur Google. Et Google anticipe vos demandes, vous le savez bien, vous tapez un mot, etc. Donc, si vous voulez, dans la construction même de la réflexion, ça devient très problématique. Et lorsque nous parlons de démocratie représentative, qui passe par des phénomènes de délibération, etc., tout ça fait que nous sommes en fait un peu contraints à réinventer ces formes, puisque nous avons à la fois des institutions très lentes et des associations et des mécanismes et des dispositifs qui nous permettent d'agir et de répondre très rapidement. Je fais juste une parenthèse là, je lisais hier dans le dernier numéro de Harper's Magazine un long papier sur les Appalaches
et ça nous amènera vers la globalisation, parce qu'en fait, ce qu'on s'aperçoit, c'est que le discours de la mondialisation a eu lieu aux États-Unis même, une espèce de poupée russe où en fait l'élection de Trump signifie que les États-Unis eux-mêmes vivent à leur intérieur, une critique de la mondialisation, en tout cas à l'échelon des États-Unis. C'est un article sur les Appalaches. Les Appalaches, c'est cette région montagneuse, une chaîne de montagne qui descend du Canada jusqu'à la Géorgie. Enfin, pour faire simple, c'est l'Amérique pauvre, c'est l'Amérique blanche, c'est l'Amérique rurale. C'est celle qui a massivement voté pour Donald Trump. C'est ceux qui, effectivement, sont les désenchantés de la mondialisation, de la croissance, etc. Et un écrivain, professeur d'université dans les Appalaches, écrit ce paquet. Il essaye de décrire ce que c'est que la vie rurale aux États-Unis. Et il écrit: le plus grand changement dans la vie rurale, c'est le même que dans les villes, c'est la technologie. Nous avons désormais des ordinateurs et des smartphones. Et c'est en partie ce qui explique, et c'est là aussi la société en réseau, c'est que justement, les technologies ont permis à cette Amérique-là, complètement laissée pour compte par les establishments, par les élites, de s'apercevoir qu'en fait, les politiques qui étaient faites à Washington ne tenaient pas compte de ces problèmes. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a un coût marginal, parce on voit toujours Trump avec son gros avion, etc. En réalité, par rapport aux dépenses qu'a fait Obama autrefois, que fait Hillary maintenant, Trump a montré qu'on peut faire tout basculer à un coût relativement modeste. Et donc aujourd'hui, il est possible de renverser une situation assez rapidement en utilisant cette situation. Alors avec tous les dangers qu'on a essayé de montrer, et le côté notamment terriblement émotionnel. On va revenir un peu plus loin, j'aimerais que vous puissiez poser les questions, monsieur. Oui, j'avais une remarque quand même à faire sur la personnalité de Trump. Ces derniers jours, je me suis un peu baigné là-dedans pour essayer de comprendre le personnage. Mais quand même, on se rend compte que depuis les années 80, d'abord son idole c'était Reagan. Reagan, c'est-à-dire un homme de cinéma. Et en fait, le long de sa carrière, il a... d'abord, c'est toujours le milliardaire Trump, d'accord, bon. Donc on sait qu'il a énormément d'argent, et que l'argent, on fait quand même beaucoup de choses. Sanders, c'est pas la même chose. Il n'a pas pu s'imposer même par rapport à Hillary Clinton, à cause peut-être aussi de l'argent. Et pas à cause des réseaux sociaux, parce que les jeunes étaient avec Sanders et ils utilisent beaucoup les réseaux sociaux. Donc l'argent, on est dans une démocratie du fric quand même aux États-Unis. Ça, c'est une chose. Mais d'autre part, quand même, il y a un élément important, je trouve, c'est que c'est devenu aussi un personnage public parce qu'il a créé des séries. Par exemple, The Apprentice, là, il y avait jusqu'à 30-40 millions de téléspectateurs. Moi, je dirais que c'est une bête de scène au niveau physique, quoi. C'est-à-dire, et ça, là, on touche l'émotionnel, et là, alors là, c'est la grande manipulation. Dès qu'on est dans l'émotionnel, on n'est plus dans la raison. Voilà. Oui, mais ça, c'est un grand problème, ça. Exact. Donc voilà. Donc, je pense que c'est un ensemble. Il a su utiliser Twitter, mais c'est pas unique. C'est pas uniquement Twitter. Ah bah non, c'est surtout ce grand personnage-là qu'on a vu partout, quoi. Et puis le gros menteur. Le menteur, il a réussi à mentir en traitant Hillary Clinton enfin qu'il allait la mettre en tôle, c'était une criminelle, etc. Donc c'est un type qui est capable de diffamer, qui est capable oui, enfin il diffame. Et on le laisse faire. Voilà. Juste, vous avez remarqué qu'on va faire le discours sur la... Comment ? Vous avez tout à fait raison. Il a un avantage compétitif quand il entre en campagne, c'est qu'il a été connu. Et voilà. Non seulement il est connu en termes de notoriété, il est plus connu que Jeb Bush, il est plus connu que Marco Rubio, il est plus connu que tous ses adversaires, parce que sur 10 ans, il y a à peu près 40 millions d'Américains qui l'ont vu. Voilà. Et non seulement ils l'ont vu, ça c'est une chose, mais ils savent parfaitement bien que ce gars-là est d'une mauvaise foi crasse, que ce gars-là, effectivement, à chaque fois qu'il faut réfléchir, non merci, ça ne m'intéresse pas, ils le connaissent, ils l'ont jugé et jaugé. Mais là où ça devient intéressant, c'est qu'effectivement, il a un énorme avantage compétitif par rapport à tous ses concurrents.
Et en plus, celle qui devrait être la plus menaçante, qui est Hillary Clinton, est absolument détestée. Il y a une vraie détestation d'Hillary Clinton pour une certaine raison, ce n'est pas l'objet de la discussion de ce soir. Donc vous avez raison, il est né de ça. Mais ce qui lui a permis néanmoins, par rapport à d'autres Américains avant lui qui ont essayé de se lancer en politique, qui avaient autant d'argent que lui, ce sont effectivement l'utilisation de ces petites technologies dont il ne faut pas oublier que ce sont des technologies de ce qu'on appelle en anglais empowerment, de capacitation. Elle offre à n'importe qui aujourd'hui la possibilité de faire 10 millions de vues en chantant sur YouTube. Elle nous offre à tous des possibilités extraordinaires. Et il utilise ça, mais bien sûr. Mais c'est ce qui est formidable, c'est qu'effectivement, il a utilisé sa notoriété, mais que les gens ont voté pour lui parce qu'en fait, désormais, il a simplement fait un discours qui correspondait effectivement au discours, non pas que souhaitait ceux qu'il allait chercher, mais qui correspondait à leur vraie préoccupation. Alors c'est le problème, démocratie, est-ce que c'est le peuple ou pas, comment on fait, etc. Ouais, il a repéré un immense segment de la société qui se sentait totalement non entendu et auquel il s'est adressé directement à travers les réseaux sociaux et qui ont été manipulés, si on veut dire, ou bien qui ont été agités et animés à travers ces réseaux sociaux. Et je pense que beaucoup de gens qui font de la politique aujourd'hui, au-delà du cas de Trump personnel, etc., et des problèmes que ça va peut-être créer, il y a beaucoup de gens qui vont maintenant rêver de ce moyen d'agir sur la société, et ça a peut-être des avantages, ça aura peut-être des dangers très graves. Je crois qu'on va passer à la deuxième partie, parce que sinon on ne va pas respecter l'horaire qu'on nous a donné. Il y aura de toute façon l'occasion de poser des questions, parce qu'évidemment tout ça n'aurait pas été possible s'il n'y avait pas eu quand même un mécontentement, une désaffection fondamentale sur lequel tout cela a été construit. Alors je crois qu'on peut dire que Trump a réussi à additionner tous les mécontentements, comme il a aussi additionné toutes les attentes. Parce qu'évidemment, un mécontentement, on pourrait même dire, on disait tout à l'heure avec Philippe, chaque personne a une attente, et dans le vague des promesses de Trump, c'est un peu comme si on disait à chacun, eh bien, votre problème à vous, je vais vous le résoudre. Et le type a entendu ça, et il s'attend à ce que ce soit le cas, on verra ce que ça donnera. En tout cas, dans une situation de ce genre, on ne va pas reciter Rousseau toutes les 2 minutes, mais c'est clair que l'addition des intérêts particuliers ne formera jamais une notion du bien commun, une notion de volonté générale. C'est impossible de procéder de cette manière, et ça Rousseau l'a dit 150 000 fois. Il y a aussi le fait qu'il est nécessaire, ça aussi Rousseau l'a très bien dit, de construire une narration assez forte pour dépasser le court terme, et il est aussi nécessaire de cultiver une relation de confiance entre les dirigeants et les dirigés. Ça va être le problème de Trump, nous verrons ce qu'il en fera. Sans cela, il n'est pas possible que le temps politique reprenne sa place dans l'agenda de la société. Et tout cela va représenter un effort considérable, et ma conviction, c'est qu'en effet, il est très utile à cet égard de relire les réflexions de Rousseau, nous n'avons pas le temps de faire ce soir, parce que, en fait, la théorie politique n'a pas beaucoup avancé depuis le XVIIIe siècle. On peut retrouver l'essentiel des problèmes à la naissance de la société commerciale dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Alors je recite quand même quelques petits fragments de Rousseau, parce que bon, ça fait plaisir aussi de les entendre. Il n'y a plus aujourd'hui de Français, d'Allemands, d'Espagnols, d'Anglais même, quoi qu'on en dise. Il n'y a plus que des Européens. Tous, dans les mêmes circonstances, feront les mêmes choses. Tous se diront désintéressés et seront des fripons. Tous parleront du bien public et ne penseront qu'à eux-mêmes. Tous vanteront la médiocrité et voudront être des Crésus. Ils n'ont d'ambition que le luxe et ils n'ont de passion que celle de l'or. Et puis, un autre texte de Rousseau, quand d'un côté,
On considère les immenses travaux des hommes, tant de sciences approfondies, tant d'art inventé, tant de forces employées, des abîmes comblés, des montagnes rasées, des rochers brisés, des fleuves rendus navigables, des terres défrichées, des lacs creusés, des marais desséchés, des bâtiments énormes élevés sur la terre, la mer couverte de vaisseaux et de matelots. Et que de l'autre, on cherche avec un peu de méditation les vrais avantages qui ont résulté de tout cela pour le bonheur de l'espèce humaine, on ne peut qu'être frappé de l'étonnante disproportion qui règne entre ces choses. Et enfin, tout ce qui facilite la communication entre les diverses nations porte aux yeux non les vertus des autres, mais leurs crimes. Et elle altère chez toutes les mœurs qui sont propres à leur climat et à la constitution de leur gouvernement. Un mélange de tous les peuples doit nécessairement détruire les coutumes et les mœurs de chacun d'eux. Donc vous voyez que Rousseau est un adversaire résolu de la globalisation. Il n'a pas de mots assez durs pour qualifier les élites cosmopolites de son temps. Il est plus que dubitatif sur les effets du progrès scientifique, technologique et économique qui recouvre le globe. Et il se méfie du mélange des cultures. Parce qu'il pense qu'il faut un pays, une histoire, un sol, une identité commune pour arriver à construire des lois qui protègent la liberté et l'égalité relative des citoyens. Et il va même plus loin, Rousseau, il se méfie aussi des droits, ce qu'on appelait à l'époque les droits de l'humanité. Dans les lettres écrites de la Montagne, il montre par exemple que là où le procureur Tronchin se réfère aux droits de l'humanité, les Genevois sont en réalité protégés par un article de leur constitution spécifique. Et il dit aux Genevois, heureusement pour vous que vous ne dépendiez pas des droits de l'humanité, parce qu'ils auraient vraiment été d'une protection bien faible, voire inexistante. Il y a donc chez Rousseau une forte défiance à l'égard du cosmopolitisme de son siècle, qui nie les différences entre les peuples, qui veut imposer à tous des règles uniques, alors que celles-ci ne sont efficaces que dans un respect des us et des coutumes et des lois très différentes qu'il y a dans chaque région. Alors je pense que c'est un point très intéressant, cette vision qu'on a pu considérer comme extrêmement réactionnaire, mais malheureusement on voit aujourd'hui, et c'est bien le sujet, le deuxième chapitre de Philippe Montin, le problème de la globalisation, qu'effectivement, on a vu dans la globalisation comme quelque chose qui entraînait un immense progrès, sans voir que dans ce progrès, il y a aussi malheureusement de grands problèmes. En t'entendant et en me disant, il avait tout compris, ce brave Rousseau, tout anticipé, et ça me laisse interrogatif, parce qu'encore une fois, que faisons-nous? Est-ce qu'il n'y a donc pas d'espoir? Mais la première remarque que je me fais, c'est ce que je disais d'emblée, la nature humaine n'a pas beaucoup changé. La nature, elle, a beaucoup changé avec cette condition numérique. C'est Pascal Lamy qui disait à propos de la globalisation, nous passons tous d'un état solide, je suis suisse, donc je suis français en l'occurrence, puisqu'on va parler de l'Europe, à un état liquide, je suis européen, et désormais à un état gazeux. Nous sommes, dit Lamy, dans la formation de nos identités aujourd'hui, perdus dans une liquéfaction, une gazéification qui fait qu'assez fondamentalement, on le sait, c'est pas nouveau, il est de plus en plus difficile, ou nos identités sont de plus en plus complexes. Virginia Woolf, parce qu'il faut toujours entrer en politique par la culture, il faut entrer dans tout par la culture, disait dans les années 30,
d'abord en 22, Virginia Woolf écrit « Est-ce que oui ou non nous allons bénéficier de cette communication élargie ?» Il ne m'appartient pas de le dire. C'est 1922, bien avant les réseaux sociaux. Et en 1931, elle se demande « Et comment j'avance, moi, dans le monde aujourd'hui, avec un moi, avec une weightlessness, une apesanteur, une absence de vision à travers un monde qui n'a plus de poids. » Et je trouve que la mondialisation décrite comme ça, par une absence de poids, d'incapacité même à saisir autre chose que, d'ailleurs on parle de nuages, hein, nous sommes tous dans le cloud, nous interroge assez profondément. Le problème, il y a plusieurs niveaux de mondialisation. Ce qui est intéressant dans le cas des États-Unis, je vous disais que c'est une espèce de poupée russe de la mondialisation en interne, c'est que contrairement, par exemple, à des pays à très forte culture et civilisation, l'Europe, par exemple, l'Amérique, elle, elle est par choix bigarrée et multiculturelle. Et il apparaît que c'est moins, d'ailleurs, en l'occurrence, si on revient encore une fois à notre ami Donald, ami entre guillemets, que c'est moins le multiculturalisme qui est en jeu que le chômage, c'est-à-dire les résultats économiques de cette globalisation, qu'accessoirement les Américains ont eu un peu plus de difficultés à saisir que nous, pour la simple raison qu'ils n'ont rien changé. Ils n'ont rien dû changer dans leur manière de faire. Ils sont restés dans leur langue, alors que nous tous avons dû apprendre l'anglais, que ce soit pour le manuel d'utilisation de l'ordinateur que nos enfants s'étaient achetés, etc. Le monde entier a dû changer de langue, changer de métaphore, changer de représentation du monde. Les Américains pas. Et donc il y a eu un effet un peu retardant sur les aspects parfaitement culturels, complètement culturels de la mondialisation. Je pense qu'il y a eu un assoupissement d'une certaine manière. Mais ce qui est intéressant, c'est que l'Amérique était quand même déjà assez fondamentalement multiculturelle et mondialisée. Donc je pense que c'est pas ce qui est en jeu là. Ce qui est en jeu, en revanche, est à nouveau, et comme le dit très bien cet écrivain quand il parle des Appalaches, les technologies ont permis de se rendre compte en fait de la mondialisation et de l'ensemble des conséquences de la mondialisation, y compris d'une chose terrible qui est celle de la création d'inégalités économiques sans précédent dans l'histoire de l'humanité. On n'a jamais eu un régime qui a créé autant d'inégalités économiques que la mondialisation. Et c'est visible, et c'est perceptible. Donc désormais, tout est visible. En fait, c'est un peu paradoxal. À travers l'invisible, à l'establishment et à tous ceux qui prêchent la mondialisation, ceux qui ne sont pas vus, eux, voient. Il y a une espèce de mise en abîme, comme ça, d'image spéculaire du citoyen du monde qui voit aujourd'hui les résultats de cette mondialisation. Et surtout, je crois, ce à quoi il résiste, effectivement, c'est cette rétraction, cet aplanissement culturel. C'est pas nouveau, hein. Mais encore une fois, c'est exacerbé. C'est exacerbé aujourd'hui parce que nous pouvons tous le voir. Et que, en fait, c'est la fin d'un certain nombre de modèles, et c'est d'ailleurs bien pour ça qu'on rediscute aujourd'hui, 25 ans après, des bénéfices de cette mondialisation, de cet ordre international mis en place à la fin de la guerre froide. Tu l'as déjà mentionné, la fin de l'histoire, c'est-à-dire la suprématie du marché, etc. C'est tout ça qui est remis en jeu. Ça pose la question, par conséquent, à nouveau, de la transformation de nos sociétés à travers ce jeu entre l'éthique individuelle et le collectif. Et si nous avons aujourd'hui une menace sur la capacité à penser collectivement, là, ça devient extraordinairement problématique et dangereux. C'est probablement là où nous en sommes aujourd'hui. J'aurais envie de dire heureusement, parce que je crois que
On l'a vu avec le Brexit, on l'a vu avec le 9 février en Suisse, qui est aussi un signal absolument identique. On ne fera pas l'économie de la discussion sur le fait que nous sommes tous sur cette planète, mais que nous sommes différents. Et comment nous cultivons et comment nous vivons la différence, c'est ça qui est en jeu. C'est pas en ignorant la différence. C'est pas en ignorant la différence. Or, le discours prescripteur est quand même celui d'ignorer la différence. C'est-à-dire que, on l'a vu en Europe, le commerce a empêché la guerre, c'était quand même le but de la Fondation européenne, on voit les tensions, etc. Donc, à minima, puisque ça se passe aujourd'hui aux États-Unis, que c'est pour nous, évidemment, cette grande contemplation de cette immense bascule dans le vide, de ce vertige que représente l'élection d'un homme comme Donald Trump, la possibilité de mettre dans l'espace public, cette fois de manière globale, la discussion sur la globalisation. Ouais. Il y a une discussion qui est très importante. Moi, je suis frappé quand je vois les réactions au phénomène Trump, et les réactions en Suisse au février également. Mais je veux dire, c'est l'incapacité qu'on a à entrer en matière et à dire s'il y a tant de gens qui se sentent laissés pour compte et qui sentent que les choses ne tournent pas à leur avantage, c'est bien quand même que le populisme, si ça veut dire s'occuper du peuple, il faut être populiste. Je veux dire, la démocratie, c'est le principe que, comme disait très bien Rousseau, si les gens veulent changer, même s'ils veulent faire du mal, ils ont le droit de le faire. Donc les politiciens doivent tenir compte de ça. S'ils ne veulent pas tenir compte de ça, c'est impossible. Donc il y a aujourd'hui quelque chose de très étonnant dans les discours qu'on entend après l'élection de Trump et l'effet de choc quand même que ça a créé. Moi j'entendais un dirigeant chinois du groupe Alibaba qui disait « moi je n'ai pas peur du tout parce que de toute façon on va continuer comme avant, de toute façon on crée des postes en Amérique, on crée des postes en Chine, ça marche très bien, il n'y a aucun problème ». Et j'entendais à la radio romande, juste avant l'élection, soyons honnêtes, le vice-président vaudois de la Banque fédérale américaine, de la Fed, qui disait « mais enfin je ne comprends pas, cette anxiété qu'ont les Américains, tout va bien, tout est bien, qu'est-ce qu'ils veulent ces gens, tout est formidable ». Donc il y a une espèce d'ignorance, de déni, et ça a été effrayant. Même le phénomène Trump, toute cette immense quantité de gens a largement passé en dessous des radars comment est-ce qu'on appelle ça, les sachants, les penseurs, les je ne sais quoi, les commentateurs. Je ne parle pas de la presse pour laquelle toute cette affaire est un véritable désastre, aux États-Unis en tout cas, qui n'a rien vu venir, qui n'a rien senti, qui n'a rien vu. C'est quand même une chose tout à fait extraordinaire. Donc on est maintenant devant, on est confronté, je trouve que c'est ça qui est intéressant, cet événement qui se produit nous confronte à dire, enfin, on ne peut pas simplement fermer les yeux et dire il ne se passe rien. Il se passe quelque chose. C'est vous, monsieur, je ne voyais pas qui voulait poser la question. Juste une chose, la globalisation, elle entraîne aussi la peur. J'ai l'impression que là, que ce soit en Europe ou aux États-Unis, les gens fonctionnent sur la peur. La peur de la migration, la peur du chômage, etc. etc. Ça rend agressif. La peur ne touche pas tout le monde de la même manière, mais les laissés pour compte, aux États-Unis, si j'ai bien compris, c'est quand même des gens qui ont peur de perdre leur statut social, puisque l'Amérique était une Amérique blanche jusqu'à il n'y a pas très longtemps, et qui sont en train de perdre, l'évolution est en train de leur montrer qu'ils vont disparaître, qu'ils vont en tout cas se laisser dépasser par des gens qui ne leur ressemblent pas beaucoup. Au risque d'être un peu iconoclaste, certainement ces gens sont inquiets, mais on peut aussi considérer qu'ils sont lucides. Ils sont peut-être perdus, mais ils sont lucides, parce que justement, ils ont vu, ils vivent dans leur chair, dans leur vie, cette négligence complète d'une partie des élites politiques face aux effets de la globalisation. Je lisais un article d'un journaliste américain connu, essayiste américain, qui s'appelait The Unconnected. Et c'est un titre assez intéressant, parce qu'ils sont déconnectés, c'est à la fois ceux qui ne sont pas connectés, même s'il y en a peu, et ceux qui sont déconnectés. Et il racontait, par exemple, en faisant l'interview de Larry Summers, qui a été quand même un des grands penseurs économiques américains, que Larry Summers n'avait quasiment jamais mis les pieds
dans les villes industrielles américaines. Et que cet homme qui faisait des politiques économiques, ou qui était ensuite président de Harvard, est tellement loin, qu'il n'est jamais, en fait, allé voir la réalité des gens qui vivent dans ces endroits où la sidérurgie a disparu, etc. Je me souviens que j'avais couvert les émeutes à Los Angeles au début des années 90. L'avenue principale s'appelait Firestone, comme les pneus, parce qu'il y avait des usines, elles n'étaient plus... Enfin, c'est toutes ces choses qu'on connaît. Il restait le nom, mais il n'y avait plus les usines. Il restait le nom, etc. Et puis l'autre chose, c'est qu'évidemment, cette peur, elle est évidemment aussi exacerbée, c'est pas par c'est indirectement par la technologie, mais c'est pas celle des réseaux sociaux, c'est la robotisation, puisque l'économie américaine est à 4,9% de chômage, c'est-à-dire que si on regarde les chiffres, on se dit c'est presque le plein emploi, mais en réalité, on voit que ça se fait avec infiniment moins de travailleurs que ça ne se faisait avant, et donc on sait qu'il y a toute une série d'emplois qui ne reviendront pas. Et puis ultimement, et c'est pour ça que cette colère, en fait, Trump a agrégé toute une série de colères, mais on le dit dans le livre, la responsabilité du Parti démocrate est également considérable dans ce qui s'est passé. Nous citons un auteur américain qui dit, quand on vend de l'espoir, pensant évidemment à Barack Obama, c'est que quand l'espoir est déçu, ça augmente la colère. Or aujourd'hui, plus personne ne peut créer de l'emploi par décret. On le voit, je serai le président, que ce soit Hollande, que ce soit aujourd'hui les candidats à la primaire de droite en France, je vais créer de l'emploi, je serai le président de l'emploi, c'est fini, on ne peut plus le faire. Puis maintenant on ajoute, je serai le président de la sécurité, parce qu'évidemment face au terrorisme, etc. Donc oui, il y a effectivement de la peur, mais il faut s'apercevoir que effectivement il y a un aveuglement ou une myopie de l'establishment, et que justement, encore une fois, le smartphone, tout bêtement, point d'entrée dans le monde, vous permet de le voir, et donc de le dénoncer. Et en fait, la globalisation, c'est quoi? Je vous parlais de la société en réseau. C'est ça, la globalisation. C'est un réseau. C'est un réseau, c'est l'homme de Davos, c'est les capitaux, les flux financiers, etc. Et aujourd'hui, il y a un deuxième réseau. Il y a une deuxième société en réseau qui est celle de ceux qui ne sont pas vus par celui d'en haut. Et c'est exactement ce qui se passe. Mais c'est vrai qu'il y a de la peur, bien sûr. Il y a de l'irrationnel. Et puis un des grands arguments pour la globalisation, c'est de dire, oui, certes, on a perdu des emplois dans les pays développés, mais regardez, les 300 millions de Chinois qui sont accédés à la classe moyenne, vous voyez, on a rééquilibré le monde. Le problème, et c'est justement que ça, en ce sens, c'est intéressant que l'article sur Rousseau dont nous sommes partis soit écrit par un Indien, c'est qu'en réalité, ce problème, il est le même. Le problème qui se pose aux États-Unis, il se pose aussi dans le tiers-monde. Eux aussi voient l'augmentation des inégalités à l'intérieur de leur propre pays. Ils la voient aussi en transversal. Ils ont tous des smartphones, enfin peut-être un peu moins, mais beaucoup partout. Tous ceux d'entre nous qui voyageons en Afrique ou ailleurs voient bien combien la connectivité est devenue grande, y compris dans les endroits extrêmement pauvres. Les gens se rendent compte, et on ne pouvait pas imaginer que seuls les capitaux se promènent à travers le monde. Les gens doivent se promener à travers le monde aussi. On met beaucoup d'obstacles pour les empêcher de le faire, mais ils vont continuer à le faire parce qu'ils voient, comme tu disais très justement, nous ne les voyons pas, mais eux, ils nous voient. Et donc, ils comprennent que ce n'est pas possible qu'eux ne puissent pas rentrer dans ce gâteau gigantesque qui apparaît partout. Donc, nous sommes entrés dans un monde qui est profondément changé, et il faut honnêtement reconnaître que nos élites n'ont pas pris la mesure de ce changement et de la nécessité de modifier vraiment leur politique. Et je crois que c'est ça qui est très important. Je lisais ce matin dans le New York Times cette phrase d'un universitaire anglais qui disait, c'est assez rigolo même de dire une chose pareille, ça serait rigolo si c'était pas si grave, l'identité et la culture, dit ce professeur, sont de plus grands déterminants d'une politique acceptable par le peuple que nous ne l'aurions jamais imaginé. Qui tombe début, on se rend compte que les êtres humains ne sont pas, comme disait Rousseau au début, des pièces de bétail qu'on peut déplacer à l'endroit, qu'on peut calculer, celui-là vaut un peu, celui-là vaut rien, celui-là vaut un peu, etc. C'est pas comme ça. Les gens sont des êtres de chair et de sang. La grande force de Rousseau, c'est d'avoir été le grand découvreur de l'homme ordinaire. Kant l'a dit. Moi, c'est parce que j'ai lu Rousseau que j'ai compris ce que c'était que l'homme ordinaire. Mais l'homme ordinaire, c'est aussi celui qui est, quand on veut faire la démocratie, c'est celui qui est là et qui le fait. Alors,
On va poser quelques questions et puis ensuite on va essayer de conclure. Je sens que Rémi. D'abord, j'ai quelques remarques simplement, parce que je vais parler d'éthique. Je pense qu'il faudrait apporter à côté de l'éthique une vision esthétique. Et là, je pense qu'on arrive dans ce que tu dis. Tout à l'heure, tu as parlé des textes de Rousseau. La preuve, c'est qu'il veut instaurer, entre guillemets, une confédération. C'est ça, il voit le développement du monde à travers une confédération. La preuve, c'est qu'il donne 2 projets de constitution pour la Pologne, un projet de constitution pour la Corse, et il crée ce qu'on appellerait aujourd'hui une sorte de confédération. Et c'est comme ça qu'il voit le développement du monde. Donc c'est une contre-manifestation pour lutter contre la globalisation. Ça, c'est pour Rousseau. Ce que vous dites concernant l'Amérique, vous savez qu'une fois que Obama a été élu, tout le monde a annoncé ce que vous avez dit, ce qu'on dit pour Trump, c'est-à-dire que tous les marchés s'effondreraient. Et il n'y a rien eu. Rien. Et alors? Non, il faut simplement savoir que le mensonge ou les contre-vérités ou des élections, c'est quand même une sorte de manière de dire qu'il s'est joué avec les institutions, il n'a pas de parti ou il n'a pas d'expérience professionnelle comme politicien, mais il annonce des choses. Et évidemment, quand il annonce, vous savez très bien qu'aux États-Unis, tous les matins, la conférence des professionnels, c'est avec tous les généraux. Et personne ne laissera déraper Trump. Voilà. C'est ce que je voulais dire. Donc c'est un message d'espoir. Mais bien sûr, il faut lire Bidard, qui vous dit que nous sommes là pour reconstituer les fils de la société. Quelqu'un d'autre voulait poser aussi une question, je crois. Et monsieur... Moi, je voulais juste vous entendre, vous avez évoqué le New York Times, moi j'ai suivi l'élection à travers la lecture régulière de la manière dont ils ont défendu d'un côté Hillary Clinton et de l'autre systématiquement démonté tout ce qui se passait autour de Trump. Et j'étais très frappé et finalement assez déçu de voir ce qui s'est écrit après l'élection dans le New York Times, où finalement je trouvais... Je sentais presque un revirement, bon, ils n'ont pas vu venir le truc, et donc je voulais vous entendre un peu sur comment vous voyez la fonction aujourd'hui des médias, disons, traditionnels aux États-Unis, par rapport au maintien d'une cohérence, finalement, de tenir accountable les politiques pour ce qu'ils font et ce qu'ils disent, et là, comme si du jour au lendemain, parce qu'il est légitimement élu, toute l'incohérence de son propos, finalement, on la met en parenthèse en se disant qu'il faut lui redonner une chance, et c'est ce qu'Obama a dit aussi, alors qu'il a dit des choses... C'est une vieille histoire. C'est une vieille histoire que nous évoquons aussi en passant dans le livre. Hier, un des ancien critique média du New York Times, qui a désormais passé sur CNN, disons, c'est le ratage le plus important de la presse et des médias de notre génération. Il y en a déjà eu d'autres, mais celui-là est énorme. Alors, il y en a déjà eu. Il y en a eu beaucoup, mais de cette ampleur-là, jusqu'au soir même, car je peux vous assurer que l'ayant vécu en direct, c'était juste au soir même, au moment où les premiers résultats commençaient à tomber, c'était de l'ordre de l'impensable. C'était de l'ordre de l'impensable. D'abord, il y a eu toute une bagarre dans la presse, c'est une presse élitaire, il faut le dire, qui a consisté à éliminer les rivaux d'Hillary chez les démocrates, notamment Bernie Sanders, voilà. Et à ne pas savoir comment traiter Trump. Est-ce que Trump est un raciste, se disait la presse américaine. Après avoir dit ce qu'il avait dit, oui, moi j'avais tiré assez simplement la conclusion qu'il en était un. Hein. Eh ben non, on ne peut pas dire ça comme ça serait pas fair, ça serait pas juste, etc. Donc le New York Times arrive à la conclusion à travers un de ses éditorialistes, Nick Christophe, qui est d'ailleurs un excellent journaliste. Comment il fait pour décider si Trump est un raciste ou pas? Il lit 1000 pages. Il va dans les archives. Pas de Trump quand même.
il va dans les archives de la ville de New York et va rechercher les plaintes à l'époque de la construction de la Trump Tower des organisations ouvrières qui ont intenté un procès à Trump Fred et Trump Donald, père et fils, pour montrer que les employés noirs n'étaient pas engagés par la société Trump. Et donc ils ont conclu sur la base de ça, etc. Une incapacité culturelle profonde, d'abord par ce positionnement élitaire, et deuxièmement, le fait que ces gens, encore une fois, ne sortaient plus, ne voyaient plus, sont complètement détachés de la réalité. C'est assez intéressant, je fais une brève histoire personnelle. Moi, je suis arrivé à New York en 79, j'ai couvert la campagne Reagan-Carter, c'est la première campagne que je couvrais. Et comme je venais d'arriver à New York, je me promenais un peu dans le pays. De temps en temps, je louais une bagnole et puis j'allais aux meetings. Et les meetings de Carter, c'était juste horrible. Il ne se passait rien, c'était monstrueux. Je veux dire, il avait Karine Blanchard-Passé, homme formidable, mais je veux dire, il ne se passait rien, je me disais. Et puis chez Reagan, c'était juste wow, je me disais wow. Puis je rentrais dans les cercles du pouvoir, je disais le Washington Post, le New York Times, le Wall Street Journal, j'en passais des meilleurs. Et on me disait, pouvoir d'un président en exercice, vous savez, il peut amener de l'argent, il peut lui mettre de l'argent là, il peut, etc. Carter ne perdra pas. Et moi, je me disais, non, mais attendez, j'ai vraiment complètement... et je me suis méfié assez tôt de ce regard des centres de pouvoir. Et en 83, c'est là que j'ai acheté mon premier ordinateur, j'ai soudé mon machin, etc. Ça me permettait de quitter New York. Et je pouvais quand même lire le New York Times, ce qu'il envoyait, c'était des flux rudimentaires de textes à ces imprimeries dans le pays, les mises à jour pour ces éditions avec les différents décalages. Donc j'étais pas perdu, il me restait quand même une matière première si besoin était, et c'était le même phénomène. Je me disais, mais ce que je vois ne correspond pas à ce que je lis. Et ça a été l'aboutissement de ça. Cette élection a été l'aboutissement de ça. En plus, avec des rapports incestueux avec les sondeurs, enfin, etc., etc. Un gros ratage, immense ratage. Mais en 84 ou 80, même pas, si j'ai dit 97, il fallait dire 98, je ne sais plus, Larry Grossman écrit un texte sur la République électronique et dit les premiers perdants seront la presse. Par définition, la presse et les médias sont sortis du jeu dès le moment où vous avez des technologies qui vous permettent d'aller directement à la source. Mais immense ratage, oui. Autre question encore? On va arriver à un bout. Oui, c'est un truc un peu technique, mais Hillary Clinton avec 200 000 voix de plus. Ouais. Et puis, c'est les grands électeurs. Ça marche comment le système-là? Ça marche pas. C'est pas la première fois. C'est la deuxième fois qu'un candidat démocrate, au demeurant, perd l'élection à cause des grands électeurs. Al Gore contre George Bush, finalement. Non, mais il y a eu 5 fois dans l'histoire des États. Oui, il y a eu 5 fois dans l'histoire, absolument. Mais disons d'élections récentes. Pourquoi c'est le cas là? Parce qu'il y a effectivement... on obtient des voix et ces voix se reportent sur ce collège électoral qui, en nombre, est équivalent à la Chambre des représentants au Sénat. Mais il y a des États dans lesquels c'est pas à la proportionnelle, c'est à la majoritaire. Donc, winner take all, et vous emportez tous les Tous les États ne sont pas égaux. Tous les États ne sont pas égaux. Et c'est pas fait à la proportionnelle. Évidemment, le débat a commencé hier sur faut-il abolir les grands électeurs. Théoriquement, ils n'ont pas l'obligation juridique de voter dans le sens prévu. Pas tous. Pas tous. Alors, ça se fait État par État, c'est même très compliqué. C'était mis à l'époque pour éviter la nomination de quelqu'un comme Donald Trump. Les pères fondateurs avaient créé ce collège d'hommes sages pour se prémunir des passions populaires qui feraient qu'on aurait un fou furieux qui arriverait à la maison. Un troublion arrive, etc. Les électeurs ne sont pas assez sages, pas assez informés. En plus, à l'époque, il y avait de la fraude électorale, etc. Donc on se met une cautèle avec un collège électoral de sages qui vont décider. Et c'est ce même système qui aujourd'hui fait gagner Donald Trump. Voilà. Peut-être qu'il faudra aussi modifier le système, en plus du reste. Il y a beaucoup de choses à modifier. Est-ce que vous voulez en proposer? Oui, madame, volontiers. Petite question, on n'avait pas parlé du FBI, de ce qu'ils ont fait 10 jours avant les élections, on a parlé des hackers, de tout ça. Oui, alors là, on est dans un débat électoral, etc.
Parce que ça a joué un rôle, c'est ça la question. Au mois de septembre, la majorité des gens avaient fait leur choix. Au mois de juin 2016, quand Donald Trump est arrivé le 15 juin 2016 au bas des escalators de la Trump Tower et qu'il a fait son discours, en 2 minutes, il a parlé 1 heure, c'était totalement incohérent, il faut relire ce discours, il y a quelques extraits, c'est juste fou. Mais enfin, il lui a fallu 1 minute 30 pour dire l'Amérique perd, on se fait avoir par les Chinois, on se fait avoir par les Japonais, vous vous rendez compte? Il commence par dire, enfin, etc. Mais en 2 minutes et demie, il a fait son discours électoral. C'est-à-dire, il a parlé des Mexicains, donc de l'immigration, il a parlé de la Chine, donc du libre-échangisme, il a parlé du terrorisme. Sur le terrorisme, il y vient comment? C'est juste fou, je vous assure. Il dit, c'est formidable d'être là dans cette Trump Tower, il y a beaucoup de monde, etc. Vous savez, mais comme mes rivaux républicains, comme ils n'ont personne sur le terrain, il y en a qui ont loué des petites salles et ils se sont retrouvés à l'étroit dans une petite salle, ou parfois il y a des gars qui ont loué des grandes salles et ils se sont retrouvés, etc. Et il n'y avait pas d'air conditionné. Et il dit, vous pensez que des gens qui arrivent à faire ça arriveront à défaire l'État islamique? Il le dit littéralement. Oui, c'est un argument qui a ses mérites, mais 2 mois plus tard, et c'est pour ça qu'il défait 16 adversaires républicains, les Américains, il a parlé, et tout ce qu'il a dit, tout le monde savait ce qu'il voulait faire. Les gens, ça ne les intéresse pas de savoir s'il le fera vraiment ou pas. Encore une fois, c'est un marqueur. Il est avec nous, il dénonce, il ne parle pas comme les politiciens. Jusqu'à, je dirais, le 7 novembre, je vais être un peu provocateur, mais je n'avais toujours pas compris pourquoi Hillary voulait être présidente. Je ne savais vraiment pas, comme la majorité des Américains, véritablement ce qu'elle proposait. Et il n'est pas parvenu à articuler un message qui passe. Malheureusement, celui d'en face, Bernie Sanders a un message beaucoup plus clair, infiniment plus clair, etc. Donc, est-ce que ça joue un rôle, le FBI? C'est quand même très étrange, cette histoire. Réponse oui. Est-ce que le sexisme a joué un rôle? Oui. Etc. Tout a joué un rôle. Il y a tellement de choses. Cette présidentielle est tellement énorme. Et le résultat de cette présidentielle, c'est un effondrement simultané de toute une série d'enseignes. Ces immeubles qu'on voit dans les banlieues à Lyon, je crois qu'ils avaient dynamité ces immeubles qui se fracassent comme ça. Hein. Il y a aussi les Twin Towers qui sont pas. Oui, mais c'était un peu différent. Mais vous voyez ça, et ça tombe. Ben là, vous avez un effondrement complet de toute une série d'ordres, l'ordre politique américain, l'ordre médiatique américain, l'ordre sociologique américain, etc. Est-ce qu'il va renaître de ça? Est-ce que ça va rester un champ vague, ou est-ce qu'on aura un écoquartier avec un climatologue climato-sceptique comme Trump? Vous pensez que ça ne sera pas un écoquartier, mais c'est vraiment en ruine. Je crois que c'est ça, tu fais une très belle conclusion de ce débat. On assiste à une transformation d'un monde, à une transformation d'un modèle qui avait paru, encore une fois, il y a 25 ans, presque invincible. Aujourd'hui, il apparaît comme très, très, très mal en point. Est-ce qu'il arrivera à s'en sortir? On verra. Il y a beaucoup de gens qui l'espèrent et qui souhaitent que ça continue comme avant. Encore une fois, je vous encourage vivement à lire Rousseau. Rappelez-vous que, comme l'a dit Léo Strauss, Rousseau a présenté le problème de l'homme en société dans toute sa diversité avec plus de profondeur et de largeur d'esprit que quiconque. Et ça reste vrai aujourd'hui, 250 ans après, et on n'a pas pu aller beaucoup plus loin. Je me suis dit, en écoutant Philippe tout à l'heure, ce que j'aurais dû faire, c'est de vous relire à la fin les textes que je vous ai lus au début, parce que vous voyez, ils seraient encore plus forts. Mais pour finir, je terminerai peut-être avec un poète américain, c'est Walt Whitman, qui lui aussi est un rousseauiste, et qui dit cette chose très belle: le but suprême de la démocratie, c'est de promouvoir le caractère unique, irremplaçable de chaque individu.
Et c'est ça qu'elle a malheureusement un peu manqué de faire, hélas. Alors, ça me permet mal de conclure, parce que je ne voudrais pas vous laisser sous l'impression terriblement sombre de ce qui s'est passé. Je reviens à ce que vous disiez. Les technologies sont neutres. Elles sont extraordinaires. Et comme le dit encore une fois, pour citer Stigler, c'est un pharmacon, c'est à la fois le remède et la maladie. Nous avons les objets qui nous permettent aujourd'hui, précisément, d'avoir une nouvelle représentativité. Nous sommes le plus près possible de ce que peut être une nouvelle démocratie. Et ces outils sont des outils de capacitation. Il y a effectivement dans ces outils, ils nous permettent de faire des choses que jamais avant nous n'avons pu faire, y compris l'accès à la savoir, à la connaissance, etc. Nous sommes là à un moment. Il faut réfléchir à ça. Il faut réfléchir à la manière d'utiliser ces technologies pour qu'elles n'aboutissent pas à ce à quoi elles ont abouti le 8 novembre, mais qu'elles aboutissent à autre chose. Mais je ne vais pas vous laisser sous le sentiment, parce que sinon on n'a plus rien à faire, on jette par la fenêtre, on ferme les yeux, on laisse les bras. Ici, c'est pas grave. C'est véritablement nous devons aujourd'hui, sociétalement, réfléchir à ce que ces technologies... Mais pour ça, il faut que les pensants, les savants, les culturels comme vous, il faut se réveiller quand même. Ouais. Il y a une nécessité de se réveiller. Alors, ne manquez pas de lire le livre de Philippe Motta et de Stéphane Bussard, parce qu'il y a vraiment des pages extraordinaires. Ce n'est pas pour Trump, c'est pour toute l'explication du phénomène médiatique, etc., qui est admirablement dit. Et pour ceux qui lisent l'anglais, voilà, il y a beaucoup d'intérêt pour Rousseau dans le monde anglo-saxon. Voilà 2 livres très récents de cette année qui sont très intéressants. Istvan Holm, qui est le professeur d'Oxford, qui compare Rousseau à Adam Smith et qui montre qu'en fait la richesse des nations est une réponse, mais une réponse assez proche en fait du discours sur l'inégalité, et donc il n'y a pas du tout d'opposition entre Smith et Rousseau. On pourrait se faire un autre livre sur Rousseau et l'idéologie allemande de Marx, et on verrait que là aussi il y a des correspondances qui sont très très fortes. Et ça c'est un très beau livre allemand, mais qui vient d'être traduit en anglais, ce qui est aussi très récent, d'un professeur qui enseigne à la fois à Chicago et à Munich, et qui reprend les rêveries de Rousseau, pas du tout sous l'angle où on le fait d'habitude, mais en montrant que c'est en fait une sorte de somme générale de toute son œuvre, que Rousseau n'a rien renié, et que d'une façon très subtile et très délicate, dans les promenades, il reprend tous les éléments qui sont dans tous ses livres, depuis le discours sur l'inégalité, du reste, avec la même motto, hein, je suis le barbare parce qu'on ne me comprend pas, et dans lequel il imagine toujours que dans le futur, il y aura un lecteur qui le comprendra enfin, ce lecteur qu'il a toujours attendu, mais qui n'a jamais trouvé. Alors ce sera peut-être là notre